Le temps dédié, donc là en fait on est aussi très clair, c'est-à-dire que le message que l'on délivre c'est aux collaborateurs et aux managers, puisque ça passe quand même par la voie hiérarchique, hein, d'être conscient du nombre d'heures, et c'est à eux en fait de s'arranger entre eux. Il n'y a pas de nombre d'heures dédiées, on alerte simplement au début, voilà, ces modules-là vont représenter en fait en termes de temps de travail X heures de travail. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que ça peut rentrer dans l'agenda, etc. Mais après, en fait, on laisse la main au collaborateur et à son manager. Peut-être pour poursuivre sur le e-learning, parce que je pense que c'est une vraie question pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en avez comme retour hein, au jour d'aujourd'hui, tant de la part des participants qui l'ont vraiment fait, que vous-même, quelle est votre perception sur l'efficacité du e-learning? Alors, on a des retours, en fait, puisque après les formations, on demande aux collaborateurs de nous donner un retour, hein, tant sur le fond que sur la forme. Les retours sont très positifs, mais tout le monde ne répond évidemment pas au questionnaire. Je pense que ceux qui ne répondent pas, c'est probablement aussi ceux qui se sont sentis le moins à l'aise, en fait, avec les formats de e-learning. Mais ça demande quand même, en fait, les gens sont conscients du fait que ça leur demande une discipline importante, du temps. Comme je dirais, quand on les embarque en fait dans le programme, c'est des points vraiment sur lesquels on insiste. Généralement, on n'a pas trop de mauvaises surprises. Mais il est clair que le retour qui nous est fait, c'est ça prend du temps et c'est pas facile parce que si je me connecte en fait à mes modules quand je suis au travail, je suis dérangée, etc. Au-delà de ça, l'expérience qu'on peut avoir des formations de managers, c'est qu'une grosse partie de ce qu'ils en retirent, c'est lié aux échanges entre eux, au présentiel, etc. Donc oui, voilà, au réseau. Donc tout ça, c'est beaucoup plus difficile à animer en e-learning, voire impossible. Parfois, il peut y avoir, on en parlera peut-être tout à l'heure, des expérimentations de travail d'équipe à distance, derrière un ordinateur. Mais est-ce que là-dessus, vous avez des retours ou de toute façon, c'était vraiment des skills très techniques et du coup, ça ne faisait pas du tout partie des objectifs? Alors, en fait, c'est la raison pour laquelle on ne s'est pas contenté de mettre en place des modules de e-learning, mais aussi de ponctuer en fait entre les modules des webinars où on a en fait un professeur qui rappelle quelques points clés en fait du parcours et qui le fait sous format d'échange. Donc les participants en fait au programme peuvent poser leurs questions oralement et également en fait via une plateforme web, pour essayer justement d'animer un petit peu, de renforcer les échanges, etc., partager en fait les expériences. On se rend compte qu'effectivement, lorsqu'on est en conférence téléphonique et qu'on n'a pas la personne en face de soi, c'est plus compliqué. Et les gens s'expriment spontanément plus difficilement, en fait, sauf pour ceux qui sont les moins réservés et timides, mais sinon, globalement, on constate que les gens ont du mal, en fait, à dire par téléphone, moi, dans mon usine ou dans ma filiale commerciale, voilà ce que je fais, etc., et partager. Donc on a vraiment fait tout un travail en fait d'accompagnement avec le professeur pour justement essayer d'arriver en fait à faire sortir un petit peu les gens et d'animer en fait toutes ces réunions pour créer aussi le réseau, parce que c'était ça aussi notre souhait, c'était vraiment de créer le réseau, et ça c'est pas facile, Moi, je voulais répondre aux questions spécifiques concernant la motivation et est-ce que les révisions pour les certifications, par exemple, sont pendant le temps de travail ou pas. Alors, juste un témoignage qui a été une expérience fondatrice dans ma vie. J'étais à l'époque directrice d'usine, enfin j'avais une fonction opérationnelle et j'ai toujours donné des cours une journée par mois. Et je donnais des cours pour préparer des professionnels aux certifications APIX, et j'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise dans laquelle le manager a organisé lui-même les réunions de révision des collaborateurs qui pouvaient ainsi, pendant 2 heures, 1 ou 2 heures par semaine ou tous les 15 jours,
mais comme c'était le manager qui le faisait, les réunions étaient obligatoires, et les collaborateurs donc révisaient ces certifications. Et on a eu dans cet établissement, avec 100 personnes, une centaine de personnes qui ont passé la certification, 99% de réussite. 1%, la personne qui a raté, c'est parce qu'elle se mariait la veille ou le lendemain de l'examen. Donc ça m'a vraiment marqué, et je dirais, en termes de motivation, pour moi c'est absolument clair. Il faut qu'il y ait des séances de révision, de travail en commun pendant le temps de travail, parce qu'on ne peut pas compter, c'est un peu injuste par exemple, de demander à des jeunes parents, des jeunes hommes d'ailleurs, ou des jeunes femmes qui ont des enfants en bas âge, de réviser pendant leur loisir, parce qu'ils en ont très peu. Et donc pour qu'il y ait une certaine équité quand même dans les chances de réussir l'examen, moi il me paraît absolument incontournable qu'il y ait des séances de révision organisées par les managers, que les managers soient exemplaires et qu'ils soient les premiers, bien évidemment, à avoir passé la certification, pour se représenter qu'est-ce que c'est que le travail qui est demandé, comment s'organiser pour qu'il soit le plus agréable possible. Et le retour d'investissement est absolument évident. Quand le manager a accompagné ses équipes pour passer ces certifications, les accompagner dans le cadre de l'académie, et bien entendu que les discussions vont sortir du pur cadre de la révision de l'examen et vont permettre de manière inconsciente, extrêmement rapide, d'appliquer cette formation. Parce que si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai vu malheureusement dans pas mal d'entreprises dans lesquelles il n'y a pas de démarche académique, ou dans des PME qui n'ont pas un aura logistique autour de chez eux et qui ne peuvent pas se rassembler pour parler ensemble de leur expérience, eh bien on voit des managers qui passent une certification tout seuls dans leur coin, qui travaillent beaucoup le week-end tout seuls dans leur coin pour réussir cette certification, et puis qui au retour rentrent dans leur entreprise et n'ont personne à qui parler de leur envie de mettre en place les bonnes pratiques acquises. Donc le retour d'investissement, d'accompagner en interne avec les managers ces académies, c'est l'application immédiate de ces bonnes pratiques dans le travail quotidien. Voilà, donc pour moi c'est vraiment très clair. Il y avait il y a Laurent et ensuite Albéa et après Alex. J'avais juste une question plus générale et à l'ensemble de la table ronde. Il existe depuis quelque temps en France le compte formation. Ça a bougé quelque chose dans vos entreprises. C'est une initiative personnelle au départ. Est-ce que vous savez si vos personnels s'y sont intéressés, sont inscrits ou pas du tout? Et pour les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, est-ce que ça change ou est-ce que ça changera quelque chose? Oui, dans la population que je gère, je vous avouerai que depuis que je travaille pour la supply chain, je n'ai pas eu de demande spécifique. Ce n'était pas forcément le cas parce qu'avant j'étais RH d'autres entités. Donc c'est un dispositif qui est propre à la France. À ce jour, en fait, on a en tous les cas, voilà, peu de demandes. Probablement, il y en a plus dans certains métiers que dans d'autres, mais je pense que notre offre, en fait, en termes de formation, facilite aussi beaucoup les choses. Alors je rebondis aussi par rapport à ce que vous avez dit, Caroline, qui est intéressant parce que je suis parfaitement en fait d'accord avec vous. On a une expérience où on a un manager supply chain pour Chanta, en fait, qui est une usine que l'on a en Inde qui va fabriquer le vaccin contre la dengue, qui a décidé de faire la préparation en fait en collectif avec l'ensemble de l'équipe et ça a été vraiment très très puissant. Alors ils sont encore en fait en cours, mais ça a vraiment créé en fait une dynamique d'équipe. Donc oui, quand il est possible de le faire et que c'est pas une personne en fait isolée dans telle ou telle équipe, c'est très intéressant de le faire en collectif parce que ça stimule et ça motive beaucoup les personnes. Donc, Bruno Carvalho, directeur supply chain Albéa, on est en pleine réflexion en ce moment sur la construction de notre académie ou notre programme de formation. Et une des questions qu'on se pose, c'est l'équilibre entre une formation interne, donc même si on va aller récupérer des programmes de formation existants,
mais où nos équipes seraient entre elles, ou la formation, où on s'ouvre à d'autres entreprises. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là et comment vous avez trouvé cet équilibre-là? C'est quoi votre objectif dans la formation? Ça part de ça. Si l'objectif pour vous, c'est d'avoir des gens qui vont à l'extérieur, qui s'ouvrent les oreilles à ce que font d'autres entreprises, qui se créent du réseau, etc., allez en externe. Si l'objectif pour vous, c'est de dire non, on veut que les gens se connaissent, fassent du réseau, faire des liens dans l'entreprise, et puis derrière est une logique d'application directe peut-être dans des plans d'action. Après la formation, l'interne peut faire du sens. Mais c'est pas blanc ou noir, vous pouvez faire les deux. Hein, vous pouvez faire les deux, quoi. Vous savez ce qu'on dit, hein. Vous pouvez former vos gens, le risque c'est que vous allez peut-être les perdre, et si vous ne les formez pas, le risque c'est que vous allez les garder. Mais avec leur niveau de compétence. Faites le choix. Moi, le choix il est vite fait, hein. Je préfère former. Alors une question ici, puis ensuite... C'est Lincoln aussi qui disait si vous trouvez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Une question ici. Bonjour, Anaïs Leblanc, Sitwell, donc consultante et formatrice à Pix. Moi j'ai une question, je reviens aux 4 points d'Alain tout au début. J'ai une question sur le point 4. Caroline dit souvent que pour qu'une minorité devienne active dans une entreprise, il faut à peu près une trentaine de % des gens qui soient formés pour avoir un impact sur les résultats de l'entreprise. Est-ce qu'à aujourd'hui, vous avez une manière de mesurer les résultats de votre Supply Chain Academy, ou prévu, puisque la Supply Chain Academy est récente, de mesurer ça sur un taux de service, un taux de networking, sur des indicateurs comme ça qui vous paraîtraient pertinents pour mesurer vraiment l'impact en business value de cette Supply Chain Academy? C'est une des problématiques que nous on rencontre, donc forcément je suis intéressé par vos retours. Alors, dans la salle peut-être, ou allez-y, Sanofi. À ce jour, non, on ne l'a pas encore fait. En revanche, récemment, on en a parlé en fait avec la personne qui s'occupe de notre académie. Et alors, de toute façon, tout ce qui est KPI, etc., on est suffisamment fourni et tout, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que voilà. Et puis, je suis pas sûre que ça ait un impact. Bon. Ça n'a pas Mais d'impact, néanmoins. Néanmoins, ce qu'on a été prévu de faire, en fait, c'est plus dans la relation, puisqu'on a beaucoup impliqué les managers, et ça, c'est vraiment clé, en fait. Hein. Il faut vraiment que les managers s'impliquent dans la formation de leurs collaborateurs, dans le développement de leurs collaborateurs. Ce qu'on a prévu de faire, en fait, c'est demander en fait aux managers, et on a prévu de faire un petit questionnaire sur, eh bien, une fois que la personne a été formée, en fait, qu'est-ce qui a changé dans sa façon de fonctionner, etc. Et puis demander la même chose aussi aux collaborateurs. Donc c'est plus une approche, on va dire, qualitative que quantitative des choses que l'on mesure de toute façon par ailleurs. Compléter et dire que par ailleurs, effectivement, nous avons pas mal de KPI dans tous les sens. Et nous avons aussi un suivi mis en place plus récemment d'assessment de ce qu'on appelle les basiques. C'est-à-dire que nous avons défini des basiques à respecter dans les principaux processus de la supply chain, et nous mettons en place tout un système d'auto-évaluation dans les sites du respect des basiques sur les approvisionnements, sur les provisions, sur les plans de production, sur les SNOP, sur la gestion des transports, etc. Et là, bon, c'est peut-être encore un peu tôt, mais ça serait quelque chose d'intéressant de faire le lien entre ces évaluations qui sont faites sur les différents sites et puis les compétences en place et les équipes qui sont en place. Et ça peut être aussi une manière de combler par moment des plans d'action quand il y a des écarts et que les basiques ne sont pas respectés, de rappeler aux managers que c'est mieux d'avoir des équipes qui sont formées aux bonnes pratiques. Donc à un moment on peut aussi boucler par cette approche. Alors, Anaïs, nous on n'en est pas encore au stade d'arriver à faire la corrélation directe entre la formation et le taux de service. Mais par contre, non, je suis complètement d'accord avec la notion d'effet de basculement d'organisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu atteins un certain nombre de formations et que la masse critique est atteinte, ça bascule très vite après, et c'est là où tu vois vraiment les résultats ensuite de façon opérationnelle. Alors, un témoignage et deux petites questions. Alors,
en vous écoutant par rapport aux questions qui ont été posées sur le fait, finalement, le gain et le coût de former soi-même ses collaborateurs et puis de les voir éventuellement partis, ça m'a fait penser à une success story qui avait été mise en avant dans le cadre de la région Centre, dans le secteur de l'automobile, je tairai le nom de l'entreprise, qui, à un moment donné, face à une thématique qui n'est pas le supply chain management, mais qui était le lean manufacturing, à un moment où les gens se posaient beaucoup de questions, il y avait évidemment des têtes de pont, des entreprises qui étaient très en avance, des secteurs 30 ans d'avance, puis d'autres qui étaient exempts de toute pratique. Et à un moment donné, il fallait que l'entreprise prenne à bras-le-corps le sujet, et on est revenu à des pratiques, celles que je citais tout à l'heure, qu'on avait connues dans l'automobile, qui étaient les fameuses écoles internes. Et alors, il y avait un truc qui était sympa, c'était que pour faire en sorte que la transversalité du lean traverse tous les services, on avait formé le corporate, donc en gros la direction, et on demandait aux achats d'aller former les opérateurs sur des niveaux simples. Je terminerai mon témoignage après, une question à tous. Est-ce que dans vos plans de formation, vous avez décomposé, donc on l'a compris en compétences, mais aussi en niveau de ces compétences, niveau 1, 2, 3, etc. Je continue le témoignage. Cette école-là, interne, a très bien marché pour l'entreprise. Le business de l'entreprise, et pourquoi l'entreprise est toujours là, elle est toujours leader, ça a très bien marché. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des stagiaires qui sont partout dans les entreprises de la région. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu une diffusion de ces personnes-là. Évidemment, ils ont été captés par d'autres secteurs qui se sont dit, finalement, moi, j'ai pas les moyens de créer cette école en interne. Par contre, je vais chasser les profils. Et de toute façon, il ne faut pas se leurrer, les gens, ils vont là où, éventuellement, ne serait-ce que pour changer d'air, pour avoir une évolution salariale, et les gens sont, moi, d'un côté institutionnel, au niveau des régions, ça apporte beaucoup de valeur. Si le lean s'est autant diffusé en région centre, c'est aussi grâce à ces entreprises-là. Donc, je me dis que finalement, vous, grand groupe, vous avez finalement une part de responsabilité dans le succès aussi, éventuellement de vos fournisseurs, ou trucs comme ça. Où je me demandais si vous aviez pensé à guider finalement, quitte à ce qu'ils partent, autant qu'ils partent dans des entreprises qui vous seraient à vous également utiles. Est-ce que ça c'est une paramètre voilà. Bon alors, d'abord il n'est pas question qu'ils partent, que ça soit clair tout de suite. Non, par contre ce que tu évoques c'est intéressant, c'est à un moment donné effectivement on a une responsabilité vis-à-vis de nos sous-traitants etc. de diffusion de savoir. Et oui, tu fais penser à un point qui est intéressant, c'est de se dire à un moment donné, est-ce que j'intègre dans mon académie des fournisseurs ou des clients pour venir avec nous se former voilà. Et ça oui, on ne le fait pas encore, mais je vais y réfléchir parce que c'est vraiment intéressant de se dire à un moment donné, on peut peut-être pour certains fournisseurs clés les mettre dans nos académies, et puis ça donnerait des échanges intéressants aussi, parce que ça changerait la vision qu'ont les uns et les autres de la relation. Offensif ou défensif, quoi. Il n'y a pas raison d'être dans une logique de conflit. On a une logique de partenariat, mais... Offensif pour les former, défensif pour que les biens ne partent pas. Oui, mais bon, encore une fois, les talents, ils vivent leur vie, etc. Il y a d'autres moyens de les retenir. Les former, c'en est un. C'est aussi de leur dire, écoutez, vous avez la chance ici d'être formé, d'évoluer, voilà, plein d'autres choses.